Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast pour les personnes en chemin vers un métier de sens dans le bien-être ou l'accompagnement. Je suis Marion, je suis docteure en pharmacie et naturopathe pour vous aider à prendre soin de vous au quotidien. Et également coach pour accompagner les personnes dans leur reconversion et lancement d'activité vers les métiers du bien-être et de l'accompagnement. C'est un chemin que j'ai moi-même entrepris il y a 2 ans. Parce que je crois qu'un autre chemin est possible. Un chemin où l'on prend soin de soi, où notre activité professionnelle elle est riche de sens, elle est alignée avec nos valeurs et notre mode de vie. Parce que je crois qu'on peut choisir et se réinventer. Ici, pas d'utopie. Dans ce podcast, je vous partage mon parcours, mes défis, mes victoires, mes réflexions et une dose d'inspiration pour traverser le chemin passionnant de l'entrepreneuriat tout en prenant soin de vous. Mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont pris un autre chemin et qui vivent aujourd'hui leur activité. Après tout, si c'est possible pour elles, alors pourquoi pas pour vous? Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur vos plateformes d'écoute préférées, vous pouvez le noter ou laisser un petit commentaire et le partager autour de vous. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Un autre chemin est possible. J'espère que vous allez bien en ce début de printemps avec l'arrivée du beau temps. Aujourd'hui, je vous propose une fois de plus un épisode qui va être très personnel pour vous partager des prises de conscience que j'ai eues récemment et des remises en question que je traverse. Cet épisode, il arrive peu après l'interview du mois dernier avec Lily Barbery, que vous avez d'ailleurs été très nombreux à écouter. 1000 merci pour ça, pour votre présence et votre écoute. Et dans cet épisode, Lily parle justement des remises en question qu'elle a connues récemment sur l'enseignement du yoga qu'elle a reçu. Et donc l'épisode que je vous propose aujourd'hui, il s'inscrit dans cette lignée justement de vous partager un peu sans tabou l'envers du décor ou les dessous de la reconversion dans le milieu du bien-être. La reconversion aujourd'hui, c'est quand même un vrai phénomène de société qui s'est accentué ces dernières années et encore plus depuis le Covid, et particulièrement vers les métiers du bien-être qui ont été un secteur vers lequel beaucoup de personnes se sont tournées. Et je pourrais dire que la reconversion en soi, c'est presque devenu un business puisqu'il y a des entreprises qui se sont spécialisées dans ce secteur-là. Mais derrière la jolie histoire des reconversions qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, et même j'ai presque envie de parler d'une forme de marketing de la reconversion, et moi-même, d'une certaine manière, j'ai pu y contribuer parce que j'ai beaucoup valorisé ces derniers temps, ces dernières années, mon parcours, parce que j'en avais aussi beaucoup de fierté d'accomplir tout ça. Il y a quand même aussi tout un côté qui est moins rose, avec des aspects beaucoup plus difficiles que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Je vous propose de vous parler un peu de la face cachée de la reconversion dans le domaine du bien-être, ces aspects plus sombres et un petit peu moins lumineux, justement, même qu'on pourrait dire un peu moins instagrammables. Donc avant ça, moi je veux vraiment vous redonner un contexte parce que c'est hyper important que vous compreniez où je me situe. Peut-être certains me suivent depuis un moment, d'autres me découvrent, donc je vais quand même rappeler mon histoire et préciser que tout ce que je vais partager, c'est quand même très personnel. Encore une fois, je n'ai pas envie de faire des généralités, même si je pense que ça va parler à beaucoup de personnes qui sont un peu dans des contextes similaires. C'est pour ça que c'est important que je le précise. Donc moi, je me suis reconvertie vers le métier de la naturopathie, puis de coach, il y a 3 ans, après avoir été salariée pendant 12 ans dans l'industrie cosmétique. Et ça, c'est arrivé, en fait, le switch, il s'est fait après la naissance de mon fils. Et si vous avez envie d'en savoir plus, je raconte dans un épisode qui est l'épisode 9, je vais vous remettre les liens dans la description. J'explique vraiment toutes les étapes par lesquelles je suis passée avant de sauter le pas de la reconversion, tout le processus en fait par lequel je suis passée. Et donc comme je vous disais, je pense vraiment que chaque reconversion, elle va vraiment dépendre du contexte parce que j'ai bien conscience que quand on fait juste un changement de métier par exemple, mais qu'on reste toujours salarié, ça va pas avoir la même implication que une reconversion qui implique de passer du salariat vers devenir indépendant. C'est pas non plus la même chose quand on change de métier mais qu'on a déjà construit quelque chose par le passé. Par exemple, mon conjoint, il s'est reconverti très récemment également vers le domaine de l'improvisation théâtrale, mais ça faisait plus de 10 ans qu'il évoluait dans ce milieu-là. Et du coup, il avait déjà créé énormément de réseaux. C'est pas la même chose que quelqu'un qui, du jour au lendemain, repart de zéro dans un domaine. Ça aussi, ça va changer beaucoup de choses. C'est pas non plus la même chose, une reconversion,
vers un secteur qui est ultra porteur, au sens où un secteur où il y a plus de demandes que d'offres. Justement, le secteur du bien-être, c'est quand même un secteur qui est en plein boom, mais aujourd'hui, même s'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ce secteur, c'est pas encore un truc qui est complètement, admis dans notre culture, que tout le monde fait, et un budget, qui est pensé chez toutes les familles, vous voyez? Donc, c'est quand même un secteur, le bien-être, qui est en cours d'évolution et de démocratisation. Pareil, dans ce que j'ai identifié qui peut impacter une reconversion, je pense que c'est pas la même chose de se reconvertir en tout début de carrière que, bah, déjà quand on est, à un stade avancé dans une carrière professionnelle et qui va faire que le changement va impacter encore plus, le niveau de vie, qui a été acquis grâce à cette carrière. Et bien évidemment, il y a tout ce qui concerne la situation financière de la personne et le contexte familial, donc tout ça, un peu tout ce que je vous dépeins, ça fait que c'est compliqué de faire des généralités sur la reconversion et comme je vous dis déjà, moi je vais vous parler de moi et du secteur du bien-être plus particulièrement. Donc depuis ces 3 années que je me suis reconvertie, j'ai traversé, pas mal de phases. En gros, en 2021, c'était, les études, ma formation de naturopathie. Donc c'était quand même une phase, vraiment chouette, un peu comme une forme de parenthèse où j'avais le chômage, j'apprenais des tas de choses hyper intéressantes. J'étais pas encore dans un, devoir de faire rentrer de l'argent quelque part, hein, vous voyez? Donc j'étais juste dans le plaisir d'apprendre. Ensuite, en 2022, ça a été la fin de mes études et le lancement de mon activité et là, j'ai plutôt connu une période vraiment, j'ai envie de dire, d'excitation, tout feu, tout flamme. Déjà, où j'avais quand même pas le stress financier puisque j'avais encore le chômage et puis, mais vraiment la joie des débuts, mais un truc de dingue quoi, l'espèce de sensation de liberté, j'ai presque envie d'appeler ça une lune de miel en fait, vraiment, comme un début de relation, passionné quoi. Et en 2023, là, j'ai vraiment, pris ce qu'on appelle le bouillon. C'est vraiment, là, c'est comme si d'un seul coup, je rentrais dans le dur de la reconversion. Donc déjà, j'ai eu, le chômage qui s'est arrêté en milieu d'année et donc déjà, je suis rentrée dans ce côté vraiment concret, en fait, de: «OK, bon, maintenant, il y a cette réalité financière, qui s'impose. Comment je fais?» Et puis, de vivre des vagues émotionnelles, du découragement, tout ça. Donc, ça, j'en ai parlé dans pas mal d'épisodes, notamment, j'ai fait un épisode sur le découragement et j'ai aussi fait un épisode sur le bilan de ma première année à mon compte. C'est l'épisode, 6 si vous voulez l'écouter. Et donc en 2024, là, en début de cette année, bah, en fait, je réalise que, bah, maintenant c'est ça ma vie. Que ça y est, je suis reconvertie parce que je me suis beaucoup considérée en, «Je suis en reconversion, je suis en train de me reconvertir», mais il y a un moment où il faut bien s'avouer que ça y est, c'est fait, les études sont faites. OK, je suis encore en début d'activité, mais ça y est, je suis reconvertie. Et du coup, comment j'intègre, en fait, cette nouvelle réalité? Qu'est-ce que j'en fais? Et justement, c'est là où je vous parle, je suis quand même vraiment plus dans l'envers du décor, en fait, les paillettes du début sont passées et qu'est-ce que c'est concrètement, aujourd'hui? Donc dans cet épisode, je vais essayer de vous expliquer, bah, pourquoi c'est dur et c'est quoi les désillusions que j'ai pu rencontrer. Je vais aussi vous partager, bah, comment j'essaye d'accepter la phase dans laquelle je suis et par quel processus ça me demande de passer, comment je me débrouille avec tout ça, en somme. Et je finirai aussi par, comment ça impacte mes accompagnements puisque moi-même, j'accompagne des personnes dans ce processus, donc comment tout ce que je vis, ça m'aide à accompagner ces personnes. Donc première partie, c'est l'envers du décor. Je vais vous partager plein de prises de conscience dont j'étais loin de me douter avant d'entamer cette reconversion. Alors, déjà, on va parler d'argent. Pour moi, l'argent, c'est quand même le sujet de la reconversion. En tout cas, un gros sujet pour moi. Et d'ailleurs, l'argent, c'est souvent ce qui freine les personnes à se reconvertir. C'est souvent clairement la peur de perdre en niveau de vie ou le fait de se dire que le projet il va pas être réaliste. Enfin, donc il y a vraiment tout cet enjeu et c'est un sujet important, hein, comme le rappelait Lily Barbery dans son épisode. Il s'agit pas de tout quitter, de tout plaquer pour aller se retrouver dans un truc qui est totalement irréaliste et qui va nous mettre en danger financièrement. Donc déjà concrètement, combien ça coûte une reconversion? Moi, c'est quelque chose dont j'étais loin de me douter et vous allez voir que ça coûte quand même une blinde. Ma formation de naturopathie, j'en ai eu pour plus de 10 000 €. Ensuite, j'ai fait 2 formations de coaching où je suis pas loin de 6 000 € en tout. Ensuite, j'ai investi dans des coachings ou des accompagnements, pour m'aider dans ce projet, donc j'en ai eu autour de 4 500 €.
Et s'ajoute à ça plein de petites formations que là, j'ai même pas comptabilisées, mais des tas de petites formations. Voilà, là, je vous ai dit les 2 grosses formations qui m'ont servi pour mon métier, mais il y a plein de mini-formations que j'ai dû prendre pour un tas de trucs, du genre réseaux sociaux, du genre, finance, et que j'ai même pas compté. Donc clairement, aujourd'hui, j'ai dépensé plus d'argent pour ma reconversion que j'en ai gagné, pour le moment. Et en plus, ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que concrètement, je gagne moins d'argent qu'avant, quand j'étais salariée, mais surtout, j'en dépense pour mon activité, alors qu'en fait, avant, quand j'étais salariée, non seulement j'étais payée pour ce que je faisais, mais je ne dépensais jamais d'argent pour mon métier. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais fait mes études dans ma jeunesse, et depuis, jamais je ne dépensais de l'argent pour quelque chose en lien avec mon activité. Tout simplement parce que c'était mon entreprise qui payait des formations, par exemple. Alors que moi, maintenant, je paye mes propres formations, donc j'ai un budget pour ça. Alors évidemment, quand je vous dis tout ça, l'idée, et ça va être ça aussi pour quand même l'ensemble de l'épisode, c'est pas de dire oh là là, mon Dieu, ça coûte cher, du coup faut pas le faire. C'est pas ça le message, parce que sinon on fait rien. Moi, j'ai plus envie de voir ça comme un investissement sur soi, ou comme financer un projet. Par exemple, quand vous vous mariez, je sais pas, vous en avez pour 20 000, 30 000 euros, c'est un budget où, je sais pas, les personnes qui veulent faire un voyage, un projet très important de voyage qui, pareil, coûte une certaine somme, c'est un projet que vous financez au nom d'une expérience que vous avez envie de vivre. La reconversion, c'est exactement pareil. Mais j'ai quand même envie de rappeler que la reconversion, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais c'est quand même un truc de riche. Parce que c'est un gros budget dont il faut avoir conscience, et que quelque part, c'est entre guillemets un luxe. Et je dis pas ça du tout au sens, un luxe, au sens que c'est dispensable ou superflu, non, loin de là, mais c'est plus que c'est un luxe au sens du coût que ça représente. Et que finalement, aujourd'hui, se reconvertir, c'est clairement un privilège que tout le monde ne peut pas se permettre. Et que quand on se reconvertit, souvent on va penser au coût de la formation, mais finalement c'est qu'une partie, parce qu'il va y avoir plein d'autres dépenses derrière dont je vous ai donné des exemples. Et en plus de ça, pour revenir sur le sujet des formations, autour de moi, je connais énormément de personnes qui ont fait une formation, puis une autre, dans le domaine du bien-être en particulier, hein. Il y a quand même très souvent ce truc d'enchaîner les formations, donc c'est vraiment un budget. Ensuite, toujours sur le sujet de l'argent, il faut quand même avoir conscience que dans la plupart des cas, une reconversion, ça peut impliquer une baisse de revenus, comme je vous dis, en tout cas dans le domaine du bien-être, c'est quand même souvent le cas, tout du moins au début. Pour vous prendre mon exemple, j'ai divisé à peu près par 3 mes revenus mensuels, euh, sachant que je suis encore en début d'activité, hein, je suis dans le début de ma 2e année d'activité. Et j'ai divisé par 6 les revenus annuels, parce que il y a le salaire mensuel que je pouvais avoir avant, mais s'ajoutait à ça des primes, participation, intéressement, des choses qui effectivement aujourd'hui n'existent plus. C'est pour ça que la baisse de revenus sur un revenu annuel, elle est beaucoup plus importante que si je regarde uniquement au mois. Et donc évidemment, changer autant de revenus, ça implique quand même beaucoup de changements dans son style de vie, et des coupes franches au niveau du budget, de la famille. Et ça, il faut être prêt à ça. J'avais écouté un épisode du podcast Richissime avec Alexandre Dana, qui est le fondateur de Live Mentor, et qui explique que l'argent, c'est le fléau numéro 1 des entrepreneurs, en termes de santé mentale, hein, je parle. Enfin, comme je vous le disais, la reconversion vers le milieu du bien-être implique la plupart du temps de devenir à son compte, et ça va vraiment impliquer de transformer sa relation à l'argent. Moi, vraiment, en quittant le salariat pour me mettre à mon compte, j'ai pris conscience que j'avais aucune éducation financière. Enfin, quand je dis aucune, désolée pour mes parents, c'est pas ça non plus que je veux dire, mais en tout cas, j'en avais pas beaucoup. Et d'ailleurs, ce que j'observe, c'est que c'est le cas de la majorité des gens, parce que déjà, le salariat est quand même le modèle qu'on retrouve le plus aujourd'hui dans notre société, et il véhicule une forme de sécurité financière qui est évidemment toute relative, hein, parce que c'est pas parce qu'on a un emploi qu'on est forcément à l'abri, mais ça génère quand même une forme de sécurité avec ces revenus qui tombent chaque mois et qui nous dispense d'une certaine façon, enfin maintenant je me rends compte que c'était assez illusoire, mais ça nous donne l'impression qu'on n'a pas vraiment à s'occuper de ce sujet de l'argent. Pour vous donner un exemple, moi je ne savais même pas combien d'argent j'avais sur mes comptes, que ce soit mon compte courant ou mes comptes d'épargne. Je n'en avais aucune idée. Et quand j'en parle à des copines, elles me disent quasiment toutes la même chose.
Donc vraiment, je suis loin d'être la seule dans ce cas. Clairement, l'argent, c'est quand même un tabou dans notre société. On n'a pas appris à s'occuper de notre argent, c'est pas quelque chose qui est transmis, on n'apprend pas ça à l'école. Et donc si on l'a pas eu dans notre famille, et puis j'ai envie de dire, ça l'est encore plus chez les femmes, je pense. Alors là, pareil, le milieu du bien-être est quand même un milieu extrêmement féminin, mais s'intéresser aux finances personnelles pour les femmes, c'est souvent quelque chose qui paraît moins accessible en fait, comme si la finance c'était quand même un métier, un domaine qui est assez réservé aux hommes dans les schémas classiques. Même si je veux vraiment pas faire de stéréotypes à deux balles, hein, c'est pas l'objectif. Et donc en tant qu'entrepreneur, je dois vraiment apprendre à faire de l'argent, à gérer cet argent et à l'investir. Et ça, c'est des compétences qu'on devrait vraiment tous avoir à titre personnel. Mais en fait, quand on est entrepreneur, on n'a juste pas le choix d'apprendre à le développer. Et c'est pour ça que depuis que je suis à mon compte, j'ai vraiment mis en place un suivi de mes finances, qui soit professionnel mais aussi personnel. Je me suis formée et je suis toujours en train de me former. Je me renseigne sur le sujet. Et clairement, avant de me reconvertir, mais j'aurais jamais cru que ça allait autant devenir un sujet pour moi. Et même quand je dis un sujet, un centre d'intérêt. Vous voyez, je vais même encore plus loin en fait. Ça devient un centre d'intérêt là où c'était un non-lieu avant. Et enfin, pour terminer ce sujet de l'argent, pour moi, un des trucs qui a été vraiment le plus dur sur ce début d'activité, et vraiment que je me suis pris en pleine face, c'est que aujourd'hui, dans notre société, l'indicateur de la valeur de notre travail, il est très souvent lié à l'argent qu'il rapporte. Je vais vous donner un exemple d'une phrase que j'ai entendue de Delphine Pinon, mais c'est loin d'être la seule, hein, parce que c'est un peu une phrase qu'on se répète un peu dans l'entrepreneuriat, qui dit si votre business ne vous rapporte pas d'argent, c'est pas un business, c'est un hobby. Et je la trouve d'une violence cette phrase parce que, enfin, je suis désolée, mais pour moi c'est une pure phrase de capitaliste. Et aujourd'hui, ça montre vraiment le reflet qu'aujourd'hui notre travail il a de la valeur que s'il est rémunéré. Mais donc moi, quand j'ai bossé comme une dingue pendant 1 an et que mes revenus ils sont encore faibles parce que je suis en début d'activité et que ça prend du temps et je vais revenir sur tout ça, et qu'en fait j'entends ce genre de phrase, ça me met juste hors de moi, même si bien sûr je la comprends. C'est en gros vous dire attention, vous lancez pas dans des trucs totalement irréalistes parce que un métier, in fine, ça doit servir à en vivre. Mais ça ne nous dit pas non plus que ça peut prendre du temps d'en vivre et que peut-être avant d'en vivre, on va passer par une phase où les revenus sont insuffisants, mais c'est pas un hobby pour autant, vous voyez? Et est-ce que pour autant ça n'a pas de valeur ce travail? C'est quand même fou ce raccourci. Une des questions qu'on me pose le plus souvent sur ma reconversion, quand je croise des personnes qui me connaissaient d'avant, c'est alors t'en vis? Mais à chaque fois pareil, je trouve ça d'une violence cette question, dans le sens oui et donc si j'en vis pas encore, ça veut dire que c'est du bullshit? Enfin, et puis c'est quoi en vivre? Ça veut dire quoi concrètement vivre de son activité? Et ça, je vous renvoie à l'épisode avec Elsa Couteillé, l'épisode 15. Là aussi, je vous remettrai les liens en description de l'épisode. Elle développe pendant 20 minutes ce que c'est que vivre de son activité et tout ce que ça implique. Et que c'est vraiment pas une réponse qu'on peut faire en 2 minutes. Et tout ça, ça m'a fait toucher du doigt le fait que c'est pas juste une croyance personnelle que j'ai sur mon travail n'a pas de valeur s'il ne rapporte pas encore beaucoup d'argent. Mais en fait, c'est tout un système qui est à déconstruire. Et notre société, elle est complètement dans ce système de valeur du travail et de l'argent. Et ça, clairement, avant de me reconvertir, j'en avais pas du tout conscience. Donc maintenant que le sujet de l'argent est posé et que je l'ai pas mal développé, je vais aller sur d'autres sujets qui sont plutôt de l'ordre de la désillusion. Là, vous me dites, Marion, tu nous fais l'épisode de la dépression. Non, je vous rassure, on va remonter au bout d'un moment. Mais oui, j'ai envie de vous parler de la désillusion de la reconversion. Je vous le disais en intro, hein, c'est pas aussi rose que j'avais pu l'imaginer. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'avais idéalisé cette reconversion. Et maintenant, je suis aussi convaincue que cette idéalisation, elle est nécessaire. Parce que si j'avais pas idéalisé à un moment que l'herbe serait plus verte qu'ailleurs, que c'était facile, que j'allais y arriver, si je m'étais pas dit tout ça, je l'aurais jamais fait. Il faut bien à un moment que ce projet de reconversion, il soit vraiment porteur d'un espoir pour vous donner envie de sauter, de faire ce grand saut dans le vide que ça implique.
D'ailleurs, mea culpa si des personnes, m'écoutent et qu'elles sont dans le processus justement de sauter le pas, j'ai pas du tout envie de vous décourager, mais forcément je vous donne aussi cette vision justement qui est beaucoup moins dans l'idéalisation. Alors cette désillusion, elle peut se jouer à plusieurs niveaux. Déjà, je vais commencer par la désillusion sur le temps que ça va prendre, cette reconversion. Bon déjà, comme je l'avais expliqué, moi ça m'a pris des années avant d'oser de me reconvertir et je me rends compte que c'est un processus qui va encore, je pense, je ressens quand même que c'est des processus qui sont assez longs pour plein de raisons. D'ailleurs, quand j'ai démarré, j'avais, une de mes accompagnantes qui m'avait dit, «Mais Marion, c'est pas un sprint, c'est un marathon et en fait, il va falloir que tu tiennes sur la durée». Parce que justement, moi, je partais un petit peu tout feu, tout flamme et effectivement, ce côté, durée, je l'avais pas du tout anticipé et notamment, pour moi, quelque chose qui a pas été facile, c'est de me rendre compte que, notamment au niveau de la communication sur les réseaux sociaux, au début, c'est quelque chose que je faisais hyper facilement parce que justement, j'étais dans la joie du partage, mais qu'en fait, je me suis très, très vite lassée. Parce que j'aime pas beaucoup me répéter tout le temps les mêmes choses. J'ai parlé très facilement de naturopathie, d'alimentation saine, et au bout de 2 ans, c'est devenu beaucoup plus difficile parce que se répéter sur la durée, c'est assez usant, je trouve. Mais ensuite, cette notion de temps que ça prend, c'est aussi beaucoup lié au fait que la reconversion, c'est un processus de transformation intérieure. Et donc, c'est un processus qui prend du temps. Moi, j'ai par exemple une des personnes que j'accompagne qui me disait, «Moi, je veux vivre dans mon activité en 6 mois». En soi, j'ai envie de dire: «Pourquoi pas?» Sur le papier, c'est possible, il y a rien qui l'empêche. Vous trouverez même, des stratégies business qui vous expliquent comment c'est possible en 6 mois de vivre complètement de son activité. Mais ce qu'on oublie derrière ces stratégies, c'est que derrière, en fait, il y a juste un humain et que cet humain, il passe par ces transformations intérieures qui vont peut-être prendre plus que 6 mois. C'est pas que le fait de j'applique les stratégies et ça va marcher. Donc je crois que des fois ça sert à rien de forcer un processus qui va prendre son temps et c'est là que je me rends compte de dans notre société, il y a tellement cette injonction à aller vite, à réussir vite et elle nous rend pas service. Je pense que je vivrais moins mal mes difficultés si dès le départ j'avais su que je m'embarquais dans quelque chose qui allait prendre du temps. Parce que justement, j'avais tellement en tête ces modèles de bah, au bout de tant de temps, j'ai réussi hyper vite et tout. Bien sûr, j'ai voulu croire que c'était possible pour moi. Et en plus, ça, c'est très culpabilisant. Genre, bah, moi, j'en suis pas capable. Non, je pense pas. C'est vraiment que je pense qu'on peut pas aller plus vite que notre propre musique et se rappeler encore une fois que derrière un succès qui paraît rapide de l'extérieur, on sait pas toutes les années de travail de l'ombre que ça a demandé avant et ça on le voit pas du tout. Pourquoi ça prend autant de temps ces transformations intérieures? Parce que je crois vraiment qu'une reconversion, c'est pas simplement un changement de métier. C'est enfin, peut-être que dans certains cas, ça l'est, mais pour moi, c'est véritablement un changement identitaire. C'est, écrire toute une nouvelle histoire. J'étais super naïve en pensant que ce serait juste un changement de métier, alors qu'aujourd'hui, quand je regarde dans ma vie, mais tout a changé. Et quand bien même ce serait juste un changement de métier, c'est loin d'être anodin. Parce que dans notre société, notre métier, c'est quand même souvent quelque chose qui nous définit dans notre vie. C'est souvent une des premières questions qu'on nous pose quand on rencontre quelqu'un: «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» et notre métier, il définit d'une certaine manière notre place dans la société. Il n'y a pas que ça qui le définit, mais ça y contribue de manière importante. C'est ce qu'on appelle même la catégorie socio-professionnelle. Vous voyez? C'est votre classe sociale, elle dépend assez directement de son métier. Et moi, ce que j'ai pu constater en sortant justement du cadre classique qui est, le salariat pour, me lancer dans un métier du bien-être qui aujourd'hui c'est pas la norme, on est bien d'accord, même s'il y a de plus en plus de personnes. Ça donne un peu l'impression de sortir du game, vous voyez ce que je veux dire? J'ai une de mes coachées, qui me disait un jour, «Mais tous mes potes maintenant, ils ont vachement réussi, ils ont des hauts niveaux de poste dans leur boîte et moi je me sens à part parce que, bah, je suis plus dans ce moule-là». Et ça, c'est difficile de réaliser qu'une reconversion, ça va impliquer de sortir des codes, classiques de la réussite professionnelle. Et du coup, que ça va impliquer de redéfinir ces critères de réussite.
Et moi, c'est vrai que cette reconversion, je l'ai vraiment faite pour des raisons de valeur et de remise en question, d'un modèle justement capitaliste, d'ultra-consommation pour lequel j'avais plus envie de contribuer. Mais, en faisant ce pas de côté, bah, ça a remis beaucoup de choses en perspective et justement ça amène ces questions autour de qu'est-ce que la réussite, que j'avais pas du tout anticipé, avant de me reconvertir. Et ça peut carrément créer un sentiment de décalage par rapport à son entourage. Si justement, son entourage, il est toujours dans ce cadre classique, du salariat, bah, de se sentir très incompris dans notre situation, de plus vivre les mêmes réalités sociales et c'est pas évident, ça peut contribuer au sentiment de difficulté qu'on peut rencontrer dans une reconversion. Et pour terminer sur le changement identitaire, pour moi, une des grandes difficultés que je rencontre, c'est que auparavant, je me définissais beaucoup par qui j'étais en dehors de mon travail, alors que, en lançant mon entreprise, ça a été quelque chose de tellement prenant que, c'est vraiment difficile, je trouve, de me redéfinir en dehors de ce projet-là. Bien évidemment, il y a ma vie de maman, il y a ma vie de famille, mais c'est vrai que c'est un projet, surtout en lancement d'activité, qui peut prendre beaucoup, beaucoup de place et que j'ai retrouvé, chez pas mal de témoignages, d'entrepreneurs et qui contribue de venir bouleverser au niveau identitaire, encore plus quand on fait un métier passion et j'allais dire dans le domaine du bien-être, un métier où on est nous-mêmes notre outil de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Le métier d'accompagnante, c'est vraiment, être son premier outil et donc ça rend encore plus difficile de dissocier ce qui est de l'ordre du travail, ce qui est de l'ordre de nous, ce qui est de l'ordre de en dehors parce qu'on n'est qu'une seule et même personne. Pour continuer sur le sujet de la désillusion, moi je pensais pas que ce serait si dur. Clairement, j'avais sous-estimé la difficulté, encore une fois parce que j'avais pas en tête tous les enjeux de transformation et de changement identitaire que ça allait impliquer. Mais aussi, je trouve que dans le monde du développement personnel, il y a beaucoup cette phrase qu'on entend qui est: «Bah, en fait, si c'est aligné, ça doit être fluide et facile». Il y a toujours ce truc, voilà, si les planètes sont alignées, paf, ça se fait comme ça. Oui, des fois ça marche, mais dans la réalité du quotidien, pas forcément. Parce que c'est véritablement un apprentissage et comme tout ce qui est nouveau, ça prend du temps, on n'y arrive pas toujours du premier coup, ni du deuxième, ni parfois du troisième. Voilà, c'est beaucoup quelque chose de qui demande de la répétition et en plus qui nous demande vraiment de revenir à cette posture du débutant. Et c'est là où je reviens sur le fait que quand on se reconvertit alors qu'on était assez avancé dans sa carrière, c'est peut-être pas toujours évident de revenir à cette place du débutant. Enfin, quand ça fait des années qu'on a oublié ce que c'était qu'être un stagiaire qui sait pas, qui patauge. C'est pas facile de retrouver du confort dans cette posture et c'est pour ça que de ce que j'observe chez moi, chez beaucoup de coachés, il y a tout le temps ce truc de vouloir faire les choses parfaitement, alors que c'est la première fois qu'on les fait. C'est juste pas possible, les meufs. Bah, vraiment, mais on n'arrive pas à s'en empêcher, quoi, parce qu'on a oublié ce que c'est qu'être débutante. Et pour continuer sur la désillusion, j'ajouterais qu'il peut y avoir une désillusion autour du sens de cette reconversion. Et celle-là, elle peut vraiment, être douloureuse. Pourquoi? Parce que souvent la reconversion et d'autant plus dans le domaine du bien-être, elle vient dans une quête de sens qu'on trouve plus dans son métier actuel et qu'on a envie justement de changer, pour trouver ce sens. Et malheureusement, c'est pas forcément parce qu'on quitte un métier pour y trouver du sens qu'on le trouve forcément ou en tout cas qu'on le trouve autant qu'on l'espérait. En tout cas, c'est pas aussi simple que ça. Je vais vous donner plusieurs exemples. Ça peut être douloureux parfois de se rendre compte que, les outils qu'on a appris en formation, parfois, dans certaines situations, ils vont être insuffisants ou ils vont apporter une partie de la réponse au problème, mais pas toute la réponse et finalement, de se sentir assez impuissant face aux personnes, qu'on accompagne. Moi, je l'ai vécu, par exemple, en donnant des ateliers, pour une grande enseigne, de distribution et auprès d'une population plutôt, minorisée, que donner des conseils d'alimentation, même basiques à, un jour, je me suis retrouvée avec une personne en face de moi qui me disait que sa seule nourriture, c'était de boire 15 cafés au lait par jour. Comment vous vous sentez pour accompagner cette personne-là? Enfin, je me suis sentie totalement démunie, par rapport aux outils que j'avais à disposition et aux solutions
auquel on m'avait formée pour aider cette personne-là dans en plus le cadre de cette intervention. Et c'était hyper frustrant de voir justement que parfois les gens partent de tellement loin ou de se rendre compte qu'on apporte des conseils dans des consultations que les personnes n'arrivent pas à appliquer parce que finalement la vie dans notre société aujourd'hui des fois ne permet pas vraiment l'application de ces conseils ou en tout cas dans l'état actuel de leur situation. Ça peut être une forme de désillusion qu'on rencontre face à nos outils alors qu'on y croit, on a testé l'effet sur nous-mêmes mais que c'est là où on se rend compte qu'en fait il y a une dimension qui est beaucoup plus grande que juste un système individuel et qu'on est face à un système qui est collectif. Et pourquoi les gens aujourd'hui, ils n'arrivent pas forcément à mettre en place des habitudes de santé, de prendre soin d'eux, de prendre du temps pour eux, mais parce que aujourd'hui, la société ne le permet pas franchement. Et que bien sûr que c'est un message d'avoir envie de montrer que c'est possible et d'encourager les personnes à le faire, mais parfois ça ne suffit pas. J'ai dans mes accompagnés des personnes qui se sont dit mais en fait c'est trop dur. Je me sens démunie, j'ai l'impression que ça sert à rien et ça peut être vraiment douloureux. Et ça c'est toute une dimension finalement très politique hein, au sujet du bien-être et ça me passionne tellement en ce moment que je vais faire un épisode spécifique là-dessus dans le mois prochain. Moi, j'avais adoré cette phrase qu'Elsa Coutelier avait dit dans cet épisode que devenir accompagnante, c'est pas simplement réparer les humains cassés pour un système pour qu'ils redeviennent productifs. Et c'est ça, on peut aller dans cette quête de sens en se disant on va faire du bien aux gens et à un moment prendre conscience que en fait l'ampleur de la tâche elle est beaucoup plus grande que ça. Et là encore, ça ne veut pas dire qu'il faut du coup ne rien faire et laisser tomber, mais c'est encore une fois mon message, c'est de vous expliquer pourquoi c'est difficile et que c'est pas une promenade de santé de se reconvertir et que tout est facile. Ah, j'aide des milliers de personnes, j'ai changé la vie des gens et tout ça. Oui, bien sûr qu'il y a des belles victoires, mais il y a aussi tous ces gens qu'on n'arrive pas à aider aussi parce que le système le permet pas forcément ou nos outils sont limités. Et moi, je le vois particulièrement dans le milieu du coaching, où j'ai eu un moment traversé un peu ce truc de vraie perte de sens, de me dire, mais en fait, j'accompagne des personnes qui, peut-être certains n'arriveront pas à vivre de leur activité et qui vont peut-être abandonner leur projet. Et du coup, est-ce que ça a du sens ? C'est des vraies questions. Hein. J'ai pas quand je vous partage tout ça, j'ai pas forcément les réponses. C'est vraiment un témoignage de cet inconfort que ça amène, en fait, tout ce chemin-là. Je voudrais terminer cette partie sur, finalement, le mot ambivalence qui résume assez bien ce que je peux vivre aujourd'hui. C'est que on parle souvent des montagnes russes de l'entrepreneuriat et c'est-à-dire, il y a des moments de joie qui sont très intenses et des moments bas qui sont très durs. Et pour moi, se reconvertir, il y a vraiment le fait de donner vie à un projet. Et c'est pour ça que je le rapproche beaucoup de l'expérience de la maternité ou de la parentalité. Je trouve parce qu'il y a aussi cette même ambivalence et cette même intensité dans les sentiments qu'on peut, dans les émotions qu'on peut vivre dans nos débuts de jeunes parents. Moi, quand je suis devenue maman, j'ai vraiment maudit tous les gens qui disaient mais tu vas voir, c'est que du bonheur. Je dis mais non, c'est pas que du bonheur. Enfin, c'est magnifique par certains aspects, mais c'est aussi très très dur. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup retrouvée dans les mots quand Elsa Coutelier parlait du postpartum de l'accompagnante, parce que justement, je rapproche ça de la maternité parce que c'est en devenant accompagnante, j'ai à la fois un bouleversement identitaire et en plus une intensité émotionnelle qui ressemble vraiment à ce qu'on appelle la maternité. Enfin, même, je trouve que plus que postpartum, j'ai envie de parler de la matrescence. Vous savez, ce nouveau terme qui explique le changement identitaire lié au fait de devenir mère. En fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, je suis en plein entrepreneur essence, accompagnescence. Je sais pas c'est quoi le mot, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est traverser les émotions liées au bouleversement identitaire. Pour récapituler un petit peu tout ce que je vous ai dit sur le pourquoi c'est difficile, il y a vraiment le sujet de l'argent, le changement identitaire, le temps que ça va prendre, la difficulté qu'on sous-estime, la crise de sens qu'on peut rencontrer,
et l'ambivalence émotionnelle qui est liée à ce phénomène d'accompagnante essence. Maintenant, dans cette deuxième partie, je voudrais plus vous raconter comment je fais avec tout ça pour le vivre et aller de l'avant quand il y a ces prises de conscience qui sont beaucoup plus difficiles. Je vous ai véritablement parlé d'une forme de désillusion. Et de la même façon que je vous ai dit, il y a une désillusion parce qu'il y a eu idéalisation de cette reconversion à un moment pour sauter le pas. Mais je crois qu'ensuite, il faut passer par une phase de deuil de cette idéalisation. Du coup, ça fait 1 an que j'ai vraiment connu des moments très difficiles. Et ça l'était d'autant plus parce que je n'acceptais pas cette difficulté en me disant qu'elle était normale. C'est aussi pour ça que je fais cet épisode, pour vous dire, visiblement, passer par tous ces sentiments-là, c'est assez normal. Je crois que j'étais vraiment dans un truc de, en fait, c'est toi qui l'as voulu. Et donc, tu devrais être heureuse puisque c'est ton choix. Et donc, ça fait pas si longtemps que vraiment, j'accepte de me dire qu'en fait, c'est dur. J'ai mis vraiment, vraiment beaucoup de temps à le reconnaître. Et là, quelque part, même de le dire publiquement dans cet épisode. Et de me poser et de me dire, en fait, c'est tout récent. Et du coup, c'est normal que ce soit difficile de reprendre de la hauteur sur mon histoire et de me dire, mais attends Marion, t'as 12 ans de salariat derrière toi à déconstruire. Enfin là, effectivement, c'est normal que ça se fasse pas du jour au lendemain, de se dire, ah ouais, je suis hyper à l'aise avec le fait que les revenus ils sont beaucoup plus fluctuants, tout ça. Non, ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a pas longtemps, j'écoutais aussi un partage d'Alexandre Dana encore, qui racontait qu'il avait fait 2 burn-out et que s'il faisait pas attention et s'il se faisait pas hyper bien accompagner aujourd'hui, il en aurait peut-être fait un 3e. Et c'est là que ça m'a fait prendre conscience, mais en fait, l'aventure, vraiment l'aventure entrepreneuriale, c'est pas une promenade de santé. Enfin, s'il y a autant de gens qui se retrouvent dans ces situations-là, et c'est que c'est vraiment difficile. Donc, quelque part, ça m'a fait aussi remettre en perspective, c'est pas que moi qui trouve ça dur, c'est que, oui, c'est dur, factuellement. Il y a énormément de problèmes de santé mentale chez les entrepreneurs. Ça, je n'en avais pas du tout conscience avant. Donc déjà, accepter que c'est vraiment dur. Et ensuite, quelque chose qui m'a pas du tout aidée dans cette période, c'est de ne pas me laisser le droit de faire le deuil de mon ancienne vie et de laisser de la place au regret. Parce que c'est une question qu'on m'a aussi souvent posée quand je croise des gens que j'ai pas vus depuis un moment et que je raconte mon projet. On me dit, alors, tu regrettes pas? Et à chaque fois, systématiquement, je répondais, non, pas du tout. Et en fait, je me suis rendu compte que je me laissais même pas le choix de répondre autre chose, de toute façon. Et que je ne me laissais pas la place au regret, parce que je voulais pas me dire que peut-être je m'étais trompée. C'est trop dur, je me l'interdisais, parce que si je commence à laisser la place au regret, peut-être que du coup, je vais faire rentrer le doute dans mon projet et ça va me faire abandonner, et je veux pas de ça. Devant des personnes, il y a aussi ce truc de pas vouloir perdre la face et en me disant, non, bien sûr, je me suis pas trompée, c'est super difficile d'aller dans cette sincérité et surtout, quand on est dans une conversation assez informelle, d'aller dans tout ce niveau de difficulté que je viens de vous partager dans l'épisode. C'est hyper complexe et ça c'est difficile à résumer en 2 phrases. Alors pour simplifier, c'est non, je regrette pas du tout. Et dernièrement, c'était le lundi de Pâques, en fait, je me suis vraiment effondrée en cette journée et j'ai pleuré. Ouais, excusez-moi, excusez-moi, je vous raconte le truc et en fait, je me rends compte que ça m'émeut encore, énormément. Mais en fait, j'ai pleuré les jours fériés que j'avais plus en ce lundi de Pâques. J'ai pleuré pour mes congés payés. J'ai pleuré cette sécurité financière que j'avais perdue. J'ai pleuré cette insouciance aussi. J'ai pleuré aussi le fait d'avoir des collègues. Et j'ai pleuré tous ces, je ne pensais pas que ce serait si dur que je viens de vous partager. Et je me suis autorisée, pour la première fois, à avoir des regrets de cette vie d'avant. Et en fait, à m'autoriser enfin cette nuance et à me rassurer que j'avais le droit d'avoir des regrets, sans pour autant remettre en question ma décision aujourd'hui. C'est juste d'accepter ces émotions que je refusais complètement, alors qu'en fait, elles étaient là. Et qu'une reconversion, c'est pas noir ou blanc.
que chaque choix qu'on fait, bien sûr, il amène son lot d'avantages et son lot d'inconvénients. Et c'est toujours sortir de ce truc, c'est pas binaire et que je peux être autant une personne qui soit porteuse d'espoir pour les autres dans leurs projets en les accompagnant et aussi traverser des phases sombres et que c'est dans ces aspects sombres que j'apprends autant. M'autoriser ces regrets, c'est aussi me poser finalement cette question de maintenant que je sais tout ça, est-ce que je le referai? Est-ce que je continue en fait? Si c'est dur, si c'est si dur, est-ce que je continue? Et si j'avais su, est-ce que je l'aurais fait quand même? Parce que on dit souvent: «On sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne», de cette phrase qui nous empêche souvent justement d'aller de l'avant. Mais j'ai aussi envie de dire d'un autre côté, il est facile le choix quand, on connaît pas les difficultés de la suite et que, le futur, il est aussi porteur de tous les espoirs, évidemment. Est-ce que maintenant consciente de tout ça, je refais ce choix, en fait? Et je ferai le parallèle avec c'est un peu comme, vous savez les personnes qui se remarient au bout d'un certain nombre d'années, qui renouvellent leurs vœux, tout en connaissant en fait, tous les défauts de la personne avec qui ils sont et toutes les difficultés du quotidien. Et je pense que pour moi aujourd'hui la réponse c'est oui. Et j'ai compris ces derniers temps que mon message il est vraiment pas de vendre du rêve autour de la reconversion, mais d'accepter la difficulté de ce chemin parce qu'il en vaut vraiment la peine. Et en fait, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas d'autre chemin possible. Et c'est un peu une blague parce que mon podcast s'appelle Un autre chemin possible. Mais je crois qu'à un moment, s'engager, c'est aussi un peu se dire, voilà, c'est mon chemin de suivre ça, de passer par ces difficultés. Et je fais tout ça parce que je vois que ça en vaut la peine. Je vois que c'est un chemin qui est transformateur, qui est émancipateur. Je vois aussi tout ce que j'apprends, tout ce que je débloque, tout ce que je crée aussi. Tout ça, je le vois, vous voyez ce que je veux dire? Et ouais, il y a toutes ces difficultés, mais il y a aussi tout ça. Et je sais que je suis pas allée au bout de ce chemin-là et que j'ai besoin de continuer. Moi, je pense vraiment que se reconvertir, c'est un acte de courage. C'est faire le choix de ce qu'on ne veut plus. Et ce chemin du courage, pour moi, il vaut vraiment la peine. Le courage, aujourd'hui, je me rends compte que c'est vraiment une de mes valeurs fondamentales. Et je la voyais pas tellement, cette valeur, au début. Et tout ce que je viens de vous dire là, pour moi, ça ne vient que renforcer mon envie d'accompagner ces personnes qui font ce chemin du courage et de les accompagner dans la difficulté de leur projet. Justement, je suis vraiment convaincue que mon rôle en tant que coach dans les projets professionnels, c'est vraiment d'accompagner les gens dans cette difficulté, d'être là à côté d'eux, parce que je sais le courage que ça demande. Mon rôle, il est vraiment là d'être aux côtés de ces courageux, de ceux qui font ce choix, de l'inconnu, en fait, du pari, pour remettre en question tout un système qu'on ne veut plus. Parce que si c'était pas dur, il y aurait pas besoin d'être là pour accompagner. Et que mon message, en aucun cas, ça sera de dire je vais vous donner une formule magique pour réussir sans passer par des difficultés. Parce que je crois vraiment que la difficulté, elle fait partie de ce chemin. Et c'est plutôt mon message de dire oui, je sais que c'est dur et c'est pour ça que je suis là. Pour l'affronter ensemble, cette difficulté, parce que seule, elle peut être complètement décourageante. Donc j'en arrive à la fin de cet épisode, qui a été assez intense pour moi à écrire, mais que j'avais vraiment envie de partager. Et je finirai par 2 passages du livre Comme par magie d'Elisabeth Gilbert, que j'ai adoré et que je recommande vraiment à tous ceux qui sont entrepreneurs. À un moment, elle dit la question n'est pas qu'est-ce qui vous passionne, mais qu'est-ce qui vous passionne suffisamment pour que vous puissiez supporter les aspects désagréables de la tâche. Et la deuxième citation, c'est ne perdez pas courage dès l'instant où cela cesse d'être facile ou gratifiant, parce que ce moment, figurez-vous, c'est celui où ça devient intéressant. Son livre, il parle de la créativité, mais je trouve que ça résume tellement bien tout ce que je viens de vous raconter avec l'entrepreneuriat. Oui, c'est dur, mais c'est pas pour ça qu'on doit abandonner. Donc, je serais curieuse d'avoir vos retours sur cet épisode. Est-ce que vous aussi, vous avez vécu des désillusions ? Est-ce que vous aussi, vous avez des regrets ? Est-ce que vous vous autorisez ces regrets ? Est-ce que vous autorisez à pleurer tout ce que vous avez perdu dans votre ancienne vie avant la reconversion ? Est-ce que vous pensez que ce serait si difficile ? Vraiment, n'hésitez pas à me partager. Je fais vraiment le choix de cette transparence et authenticité pour vous partager cet envers du décor, mais encore une fois, l'objectif, c'était pas du tout de vous décourager. C'est plus que
cette envie aussi d'équilibrer ce qu'on peut voir encore une fois sur les réseaux sociaux et de donner une vision un petit peu plus juste de ce par quoi on peut passer, en tout cas quand on fait ce choix-là. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à m'écrire ou à mettre une petite note ou un petit commentaire sur Apple Podcast, ça me fera vraiment très plaisir. Et si vous avez envie d'échanger avec moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram @marion.alvesdeoliveira. Ou si vous avez envie d'en savoir plus sur moi et justement de découvrir mes accompagnements, vous pouvez aller sur mon site internet, c'est marionalvesdeoliveira.com. Vous trouverez tous les liens en description de cet épisode. Et si vous avez envie d'être accompagné dans ce chemin du courage qui peut être aussi difficile que beau, je serai ravie de vous apporter tout mon soutien. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.